il me semble. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition numéro 10 du Blockchain Breakfast qui désormais s'appelle le Blockchain Brunch puisqu'on va essayer de garder cet horaire de midi et demi. En tout cas, on teste, on fait des tests pour trouver le meilleur moment pour vous et pour nous, pour se retrouver avec toujours du très beau monde. Et j'ai aujourd'hui la chance d'avoir avec moi Christophe, Samira, Mehdi, Antoine. Bonjour à tous. Bonjour à toi, cher Ben. Bonjour à tout le monde. Bonjour à nous, personnes qui sont là et ceux qui vont nous voir dans le replay. Comment allez-vous? Ça va, Mehdi? Très, très bien. La pêche, la patate. J'espère Magnifique. que toutes les personnes sont pareilles. Eh ben, super. Bah, alors, Mehdi et Samira, on a déjà eu la chance de vous avoir tous les deux quelques fois auparavant. Antoine et Christophe, c'est la première fois. Et je vais quand même laisser tout le monde rapidement se présenter. Je rappelle qu'aujourd'hui, le thème de cette discussion, c'est la rentrée du Web3. Donc, on va faire un petit récap sur l'année qu'on a passée. On va un petit peu raconter ce qu'on en se revoit pour l'année qui vient. Et on fera notamment aussi un focus sur deux événements dont vont nous parler d'abord Antoine et puis ensuite Mehdi. Je vous laisse d'abord vous présenter et puis ensuite on démarre. Samira, honneur aux femmes. Ouais, écoute, merci pour l'invitation, Benjamin. Je suis contente de faire Avec plaisir. partie de ce petit panel de la rentrée, même si on n'est pas véritablement sortis, parce qu'on a travaillé tous les. Alors, je me présente, donc Samira Karache, je travaille à l'université, bon, c'est mon poste principal dans l'innovation et l'entrepreneuriat, et je suis aussi par ailleurs impliquée dans une start-up qui s'appelle Metacard. Metacard, dont je suis la cofondatrice. Et en fait, c'est une start-up qui propose des cartes cadeaux NFT. C'est la carte cadeau du Web3. Voilà. Super, merci. Ouais, super projet que j'ai découvert d'ailleurs grâce à Mehdi lorsqu'on s'est vu à Lisbonne il y a quelques mois. Et ben J'essaie de Mehdi, je jouer mon rôle, t'invitais. j'essaie de jouer mon rôle d'advisor. Donc, je vais me présenter Voilà. et on laisse les meilleurs pour la fin. Écoute, Mehdi Labani, je travaille pour l'entreprise qui s'appelle blockchain d'entreprise, en anglais blockchain for business, donc B4B. Et en même temps, on peut aussi l'utiliser comme business for business. Donc, quelque part, je travaille pour le conseil d'entreprise et le conseil des start-upers. Ma proposition de valeur, c'est que les personnes qui viennent vers moi, ils auront une première audit de leur projet qui est gratuit. Les projets auxquels j'audite, si je trouve qu'ils sont intéressants, je les mets pour une bonne partie au talk du mardi, par laquelle on a réussi à mettre une grande partie de ces vidéos montées pour mettre sur une chaîne YouTube bientôt. Qu'est-ce que je fais encore? Je fais la fusion-acquisition du Web 2 vers le Web 3, même si je ne communique pas dessus sur cette activité, mais c'est l'activité qui me ramène le plus de satisfaction et d'excitation. Je suis co-organisateur de salons et j'aurais bien aimé parler après sur le salon Web 3 intelligence artificielle à la ville de Troyes le 21 et le 22 septembre prochain. Voilà, je vais arrêter là, je pourrais en parler tout à l'heure. Beaucoup plus. Merci à vous. Ouais, oui, complètement, bien sûr. Un Web3 à 3, c'est une très bonne nouvelle, ça. Voilà, il faut On venir en à 3 à parlera. 3. Super. Eh ben, écoutez, qui reste Christophe. On va garder le Alors, meilleur pour la fin, de nouveau. bonjour à tous. Écoutez, déjà, Benjamin, merci pour l'invitation. Donc, moi, j'ai plusieurs casquettes. Donc, je suis dans le Web3 depuis 2010, depuis 10 ans, depuis 2013. Donc, pour ceux que ça intéresse, j'avais fait un petit historique de mes 10 ans passés dans le Web3 sur LinkedIn. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça, c'est ma première activité. J'ai acheté mes premiers bitcoins en 2013. Ensuite, j'ai acheté de l'Ether. Ensuite, j'ai acheté du Matic. Euh, j'ai aussi créé une société qui s'appelle French ICO, donc je suis aussi Web3 entrepreneur. Donc French ICO, ça a été la première société qui a obtenu le visa de l'AMF pour sa propre ICO. Et on a pivoté, puisque les ICO ont un petit peu perdu de mode, bon, malgré on accompagne encore des clients sur ces sujets ICO ou levée de fonds en crypto-monnaie de façon générale. Et on a pivoté aussi, on a créé une autre plateforme qui s'appelle Eximio, qui est une plateforme qui permet de quasi tout faire en fait sur le NFT, c'est-à-dire de dropper, de faire du ticketing avec du NFT, etc. Donc nous, notre valeur ajoutée, aujourd'hui on fait beaucoup de formations, c'est un peu le marché qui veut ça. Donc on fait beaucoup de formations, d'accompagnement.
Et en parallèle, on développe aussi des POC et des MVP pour les clients qui veulent aller un petit peu plus loin dans la technologie, puis vraiment de jouer avec la technologie, la tester. Voilà. Top. Merci beaucoup, Christophe. Et pour terminer, Antoine, crypto-alchimiste. Yes, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc effectivement, donc c'est Antoine, crypto-alchimiste notamment sur les réseaux. Donc je suis analyste spécialisé sur la partie analyse du sentiment, donc tout ce qui est la partie psychologie du coup du marché, donc vraiment sur la partie investissement, et du coup fondateur également d'une communauté privée, donc Statera. Et on cumule actuellement 300 membres du coup donc privés en interne, et donc on accompagne les particuliers à obtenir plus de résultats tout simplement sur leurs investissements grâce justement à la partie psychologie et performance. Et on le fait justement grâce à une partie vraiment accompagnement et également une partie du coup communauté privée. Génial, génial. Et tu vas nous parler aussi d'un événement, c'est ça? Statera fait sa conférence très Yes, également bientôt. on fait une conférence sur la partie investissement du coup le 30 septembre également. Génial. Eh ben, écoute, si ça te gêne pas, on va tout enchaîner là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, l'idée du coup de l'événement, c'était de rendre vraiment accessible la partie investissement de manière assez poussée, parce que du coup, moi, je suis quand même, mine de rien, plein temps depuis 5 ans sur le marché, et donc je me suis vraiment spécialisé. Et l'idée, c'était d'avoir vraiment différents experts et spécialistes du marché qui sont réunis sur la partie investissement et également lié à la partie technique. C'est quelque chose qu'on voulait aussi mettre beaucoup en avant parce qu'on le voit, il y a vraiment deux mondes sur le marché. C'est qu'il y a vraiment la partie investissement et généralement le grand public s'intéresse quand malheureusement le sentiment est au plus haut et que c'est un petit peu l'effet de mode sur le marché et que malheureusement il voit peu la partie tech, il voit peu ce qui se passe concrètement la partie blockchain et tout le fondement des projets des différentes équipes. Et je pense que ça peut aussi beaucoup impacter le fait que justement les gens sont que là entre guillemets pour l'effet de mode quand tout est rose et qu'il y a des multiples incroyables et malheureusement on veut dire qu'ils ont moins une appétence à rester dans le marché à cause de cette méconnaissance de tout ce qui se passe derrière. Souvent, les gens n'ont même pas connaissance. Donc, l'idée, c'était vraiment de lier les deux mondes. Donc, toujours surveiller sur la partie investissement pour, encore une fois, maximiser les résultats sans faire de conseils d'investissement pour ceux qui, effectivement, qui s'intéressent. Mais effectivement, vraiment de lier, on va dire, le meilleur des deux mondes pour, entre guillemets, un maximum de performance et de profondeur, du coup, sur l'écosystème. Donc, ça se passe, du coup, donc, sur la promenade à Nice. Donc c'est West End. Donc c'est le 30 septembre, toute la journée. On voulait également vraiment garder une partie également échange avec les différents membres parce qu'on aura autant du beau monde du coup dans les intervenants, on a une dizaine d'intervenants, et également dans le public parce que du coup on a pas mal de partenaires, notamment du coup merci également à Blockchain Innov d'être partenaire de l'événement, mais il y a pas mal de gros partenaires aussi qui seront présents et on a vraiment tenu à cœur de récupérer des partenaires qui soient vraiment au sein de l'écosystème et pas juste des partenaires qui soient là de temps en temps juste entre guillemets sur la partie investissement, mais vraiment au cœur de l'écosystème pour vraiment retranscrire au mieux de ce que représente justement la partie blockchain et tout ce que ça entoure. Ouais, super. Bah écoute, très 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 bel événement qu'on a hâte de vivre. Je vais commencer par une question qui a été posée, mais qui a l'air aussi dans le sens de ce que j'allais te demander. Chez Statera, que ce soit la communauté ou l'événement, de quel type d'investissement est-ce qu'on va parler? Est-ce que c'est du trading pur? Est-ce que, au contraire, on va chercher à explorer un peu tous les modes d'investissement qui peuvent exister dans la blockchain? Qu'est-ce que tu peux nous Ouais, dire là-dessus? bien sûr. Alors, l'idée de l'événement, c'était quand même que ça corresponde du coup au mieux au public. Et on sait que tout le monde n'a pas l'appétence, le temps et l'énergie nécessaires pour être trader. Donc, on aura des traders en plus qui seront présents. Mais l'idée, c'était vraiment de le focus sur la partie investissement de manière globale et que ce soit accessible à un maximum de monde. Donc, l'idée, c'était d'avoir quand même pas mal de bases qui soient vraiment accessibles à tout le monde et également donner un petit peu des alphas et un maximum de valeur aussi en plus petite proportion, du coup, mais pour ceux qui sont déjà plus qualifiés et avoir vraiment aussi de la qualité pour ceux qui ont déjà un certain niveau. Donc l'idée, c'était de couvrir un maximum des différents pans qui étaient pertinents actuellement sur le marché. Donc par exemple, l'analyse technique, donc des graphiques, l'analyse par exemple du sentiment qui est ma spécialité, la partie sécurité, la partie par exemple sur les airdrops, on en parle beaucoup dernièrement, tout ce qui est aussi sur les RWA, donc les actifs du monde réel. Voilà, l'idée, c'était vraiment de couvrir un maximum de secteurs du coup du marché qui sont quand même assez pertinents actuellement. Génial, merci. Ok, eh ben écoute, très clair. Tu pourras nous partager dans la description des infos sur l'événement, comme ça on pourra éventuellement faire le relais avec la communauté. Je me permets de Alors, réagir parce que ouais, je trouve que c'est très intéressant les démarches d'éducation entre guillemets du public sur le marché
ces fluctuations, comment se préparer à entrer, à investir dans des produits qui sont quand même, qui restent quand même très spéculatifs. Et c'est vrai que là, on est encore en bear market, donc les sujets ne se posent pas encore comme ils vont se poser d'ici peut-être un an et demi, quand on sera dans une autre phase de marché qui serait vraiment le bull market. Là, comme on le sait et comme on l'a déjà vécu par le passé, en bull market, tout le monde entre sur le marché de manière désordonnée, n'importe comment. Enfin, ils ne savent pas sur quoi miser. Ils voient des hypes, c'est comme des petits clignotants, tout le monde se jette dessus. Donc, moi, je trouve que c'est quand même remarquable d'éduquer, d'accompagner en fait les gens à entrer sur ces cryptos, parce que ça présente un. C'est pour ça aussi que ça a mauvaise réputation, c'est que les gens ne s'éduquent pas avant d'y aller, quoi. Donc c'est bien de s'éduquer et de comprendre où on va quand on investit dans la crypto. Ouais, complètement. On voulait vraiment donner la profondeur là-dessus et, comme je disais, effectivement, faire découvrir la partie blockchain et toute la partie tech. Et que, du coup, merci beaucoup, ce que je disais encore une fois à Benjamin qu'on s'est vu hier, mais d'avoir aussi cette qualité à la fois d'intervenant et de profondeur sur toute cette partie qui est beaucoup moins accessible et compréhensible, entre guillemets, pour le grand public qui, au début, arrive. Euh, pour moi, c'est une partie qui est plus que nécessaire. Et même nous, on le voit, dès qu'on creuse un petit peu sur la partie fondamentale ou autre, on est obligé de se plonger dans les différentes blockchains, la partie technologique, etc. On parlait encore de Ternoa hier. C'est des choses qu'on est obligé de creuser en termes d'analyse, en termes d'investissement forcément, mais que malheureusement le public ne prend pas forcément le temps de faire. Et c'est ça qui fait aussi effectivement beaucoup de dégâts. Et effectivement, nous on le voit, on a eu peut-être 90% de nos clients sur 2021, ça a été mars 2021 et novembre 2021. Donc ça a été à chaque fois les tops ultimes de marché où Bitcoin était vraiment au plus haut. Donc oui, effectivement, totalement. C'est ça, et je me permets juste de finir là-dessus. Chez Metacard, on réfléchit vraiment pleinement à mettre en place une mini-académie. Alors, on ne va pas rentrer dans un cycle de formation, etc., mais donner des outils aux gens pour qu'ils comprennent dans quoi ils s'embarquent. Et ça, ça nous tient à cœur parce qu'on ne veut pas que les gens débarquent dans un milieu qui a l'air brillant, qui a l'air attirant, qui a l'air attractif, et qui l'est, hein, parce que c'est passionnant, sinon on ne serait pas dedans depuis tous ces mois et toutes ces années. Mais il faut pouvoir le décrypter. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours le bagage. Et pour avoir le bagage, il faut vraiment s'y mettre. Les connaissances qu'on a, on les a forgées depuis des années, nous. Les gens qui débarquent, ils ne les ont pas forcément. Donc, chez Metacard, on va mettre en place une mini-académie avec nos advisors pour donner les premiers outils aux gens pour qu'ils ne se jettent pas sur le marché n'importe comment ou qu'ils ne se fassent pas avoir, surtout. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est pas seulement les éduquer, c'est leur apprendre à s'éduquer eux-mêmes. Et je pense que le challenge, il est aussi beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que il y a ces fameuses 4 lettres qu'on retrouve, non, c'est même 5, D, Y, O, R. Non, il y en a 4. Do your research, Dior. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve beaucoup. Et on a presque envie de dire aux gens, quand bien même je suis le fondateur de ce projet, ne me fais pas confiance à moi, fais confiance à toi avant toute chose. Fais tes propres recherches, va chercher, va regarder. Et donc là, on peut les aider, c'est avant toute chose à savoir chercher. Et je pense que c'est aussi comme ça que vous raisonnez, c'est ça terrain, toi, tu me confirmes? Nous, on est vraiment effectivement basé sur la partie responsabilisation, parce que pour moi, justement, c'est la clé. Et une personne qui, potentiellement, sur le court terme, va peut-être faire des erreurs, parce que du coup, s'il se responsabilise, au début, il a moins effectivement d'expérience et de niveau, donc forcément, il va faire tendance à avoir plus d'erreurs. Mais justement, c'est ces erreurs qui permettent d'apprendre plus. Et pour moi, effectivement, le vrai pilier, et on est vraiment basé là-dessus, c'est pour moi, effectivement, de se responsabiliser, parce que tu apprends vraiment de tes erreurs. Et dans le temps, c'est vraiment des intérêts composés qui explosent au fur et à mesure où, entre guillemets, il y a une notion de persévérance et d'apprentissage, ouais, totalement. Ouais. Benjamin, si je peux me permettre, et si je peux poser une question un peu globale à tout le monde, c'est qu'est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, du marché on est justement en septembre 2023, c'est la rentrée. Que pensez-vous du marché? Alors, j'ai ma réponse aussi, mais j'aimerais avoir votre avis. Ça fait plus d'un an qu'on est dans le bear market. C'est devenu presque un range. Maintenant, ça ne bouge plus. Il n'y a plus de volatilité. Moi, perso, j'ai des robots de trading qui fonctionnent bien, qui nous donnent des signaux d'achat et de vente. Par contre, derrière, il faut évidemment faire du fondamental. On ne va pas se contenter que de l'analyse technique. Mais clairement, aujourd'hui,
Moi, mes robots sont presque à l'arrêt parce que ça rentre. Donc, quel est votre avis aujourd'hui sur le marché de façon globale, métaverse, NFT, crypto-monnaie? Je vous écoute. Tiens, bah, Samira, vas-y. Merci, Désolé, Christophe. j'ai eu un problème. Tu disais quoi? Bah, Contrecarré? je demandais en fait quelle était votre vision, vous, aujourd'hui, du marché crypto Ah, sur tous les secteurs confondus. D'ailleurs, NFT, bon, c'est plus peut-être avec Metacap, ton créneau, l'investissement en général, les métaverses, etc. Quelle est votre vision des choses pour les 1 an et demi qui arrivent là? Ouais, c'est complètement le thème du jour. Bah, allons-y, rentrons C'est pour dedans. bah, ça que je recadre. Samira, tu te lances? C'est bien, je t'en prie. allez, je me lance. Écoute, c'est une question où il y a plusieurs réponses en fait. Alors, la crypto, je pense qu'on est encore dans une phase de marché baissier. On va peut-être commencer une amorce de marché haussier, mais ça va être très, c'est très lent, très progressif dans le temps. Donc, je pense qu'on est encore dans une période où on peut créer, renflouer nos bagues, se préparer au bull. En fait, c'est le meilleur moment pour se préparer au bull market. C'est maintenant. Donc, s'éduquer, pour ceux qui n'ont pas de connaissances dans les cryptos, c'est maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut investir. Parce que les cryptos sont au plus mal, au plus bas, pas au plus mal, mais au plus bas. Et parce que on sort quand même de 2 ans de bear market et projets qui sont encore là, ils ont quand même des critères de solidité, que ce soit la proposition de valeur du projet ou l'équipe ou la tech, ou peu importe, mais il y a une communauté qui les soutient, etc. Ceux qui ont survécu, c'est quand même bon signe déjà. Après, ça n'évite pas qu'il faut dur, hein, bien sûr, encore, sur tout ce qui bouge. On n'est pas encore à l'abri de surprises de type FTX, Luna, Terra Luna, etc. Donc voilà, moi je dirais que là, c'est le meilleur moment pour s'éduquer et continuer à remplir ses bagues pour se préparer pour le bull market. Ça, c'est pour les cryptos. Pour les NFT, je pense qu'on a amorce une vraie transition. J'avais fait un petit article, d'ailleurs, ceux que ça intéresse, un petit post sur LinkedIn, dans lequel je disais, parce qu'il y avait eu des titres du type 90% des NFT sont morts ou vont mourir, etc. Donc on annonçait la mort du secteur. Sauf que quand on dit NFT, on ne sait pas de quoi on parle. NFT, ça recouvre tellement de réalités différentes. Ça peut être des NFT spéculatifs, ça peut être des photos de profil, ça peut être des collectifs, ça peut être des trucs artistiques. Et ça peut être ce sur quoi nous on se positionne dans Metacard, c'est des choses d'utilité. Des NFT d'utilité. C'est pas du tout la même chose. Nous, on ne vend pas des NFT spéculatifs. Même s'il y a une partie DeFi dans le système qu'on propose, le GIFT Protocol, j'en parlerai si c'est intéressant. Donc les NFT, c'est de l'investissement qui reste quand même spéculatif quand on parle de collectibles et de photos de profil et toutes ces choses-là. C'est pareil, il faut être aguerri, encore plus que dans la crypto, je dirais. Et puis, par contre, investir dans des boîtes qui utilisent la technologie NFT pour l'industrie, pour les différents secteurs de l'industrie, ça c'est intéressant parce que c'est une technologie qui est fiable, qui est traçable, qui est sécurisée, et elle va s'implémenter de plus en plus. Donc c'est ça, sur ça, moi je m'intéresserai plutôt à ces aspects-là. Voilà, pour répondre à ta Je question. suis assez d'accord, si je peux me permettre du coup de donner mon avis, et puis surtout les retours d'expérience qu'on a avec nos Bien clients. sûr, bien sûr. Alors moi les cryptos déjà je les vois, bon là on est sur un range, hein, c'est évident, ça bouge plus, il n'y a pas assez de volatilité en tout cas pour faire des bons coups. Il faut s'éduquer, c'est le moment ou jamais. Alors malheureusement le commun des mortels, Madame Michu, elle va commencer à s'y intéresser au moment où ça va monter, on l'a fait tous cette erreur, hein, moi, dans les débuts, j'ai acheté mes premières cryptos quand c'était très haut parce que je me dis c'est génial, il faut y aller. Et en fait non, c'est sûr qu'il faut acheter quand c'est bas. Ils vont penser, bon, c'est facile à dire, mais pour ça, il faut être capable justement de s'éduquer pour arriver à détecter les messages codés qui sont dans les actualités, Tendance, oui. qui permettent des tendances pour savoir quand on peut acheter au mieux et vendre au mieux. Bon, parce que l'analyse technique ne suffit pas, il faut vraiment analyser le fondamental. Aujourd'hui, le fondamental qui est fondamental, c'est les régulateurs. Les régulateurs, c'est 1 an et demi dernier, nous en font quand même beaucoup de mal. Alors, je ne sais pas si c'est du bien ou du mal. C'est peut-être un mal pour un bien. Enfin, ça, en tout cas,
les régulateurs américains d'un côté qui sont assez anti-crypto en ce moment, côté européen qui ont plutôt été constructifs d'ailleurs. Ça a été un peu dur au début, mais finalement ça s'est plutôt bien arrangé vers la fin avec le MiCA. Mais par contre, côté SEC, en ce moment, c'est un petit peu la guérilla. Donc, je pense clairement, enfin ça c'est un avis personnel, attention, hein, prenez pas mon avis pour compte, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que clairement l'ETF Bitcoin va passer d'ici mars de l'année prochaine, donc 2024, et là ça peut être un vrai boom, en tout cas pour les crypto-monnaies. Qui dit boom au niveau crypto-monnaie, donc dit Bitcoin, ça veut dire aussi Ethereum et forcément les altcoins qui vont derrière, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc je pense qu'il peut y avoir une hype, un redémarrage qui va se produire en mars 2024. Alors pourquoi? Parce que tout simplement les institutionnels vont aller dessus. Avec un ETF, les institutionnels, tous ceux qui ne pouvaient pas y aller, c'est des milliards qui vont rentrer sur le marché crypto. Donc forcément, ça va créer un pump, mais ça va aussi créer moins de volatilité, parce que forcément, comme il y aura plus de masse monétaire sur le marché crypto, du coup, forcément, quand il y aura de la volatilité, ça se verra moins. Par contre, au début, quand ça va rentrer, normalement, ça va pump beaucoup. Les NFT, comme disait Samira, selon moi, il y a vraiment un changement qui s'est fait. C'est que maintenant, la photo d'un singe de toutes les couleurs, c'est un peu fini tout ça. Je pense qu'il faut vraiment être dans les usages. Aujourd'hui, quelqu'un qui achète un NFT, il veut faire partie d'un club privé. Je parle rien, j'ai peut-être pas raison, mais en tout cas, c'est ce qu'on ressent nous auprès de nos clients. Et ce qu'ils veulent, c'est de proposer aux détenteurs de leur NFT vraiment des avantages privilèges. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va aller plus sur du NFT d'usage, comme Metacard le propose, comme d'autres, comme nous, on le propose aussi avec Eximio, c'est-à-dire qu'on va avoir une société qui va proposer des avantages club aux détenteurs de NFT. En plus, le NFT, c'est une clé d'accès à plein de choses. Donc, ça peut ouvrir des portes pour même rentrer dans des événements physiques, rentrer dans des pages privées d'un site internet, etc. Donc, je pense qu'on va être beaucoup plus sur le NFT d'usage. Alors, évidemment, il va falloir qu'il soit beau, donc il va falloir quand même un beau visuel, mais il faut que derrière, il y ait des vrais privilèges. Alors, d'ailleurs, le board Apple le fait. Hein. Le board, c'est pas juste, je suis un peu critique, mais le board Apple, c'est pas juste un singe de toutes les couleurs. Derrière, il y a un vrai club. Il y a un vrai club qui fonctionne très bien. Moi, j'en ai pas personnellement, mais j'en connais qu'en ont. Et derrière, ils ont des invitations à des événements qui sont vraiment fous. Donc, ça existe déjà. Ouais, par ouais. contre, voilà. Metaverse, encore une fois, c'est mon avis. Moi, j'y crois moins, beaucoup moins. Je ne vais pas dire j'y crois plus, mais il faut vraiment redonner une autre dimension au truc. Parce que moi, je suis gamer, je joue à des jeux vidéo, je m'éclate sur des jeux vidéo parce qu'il y a de l'interaction avec les autres joueurs, il se passe des trucs. Dans un métavers, Et l'arrivée d'Apple, non, ça te motive pas, par l'arrivée de exemple, quoi? sur le sujet De d'Apple, sur le sujet de Apple, Bah, c'est avec ses pareil, en lunettes, fait. etc. Bah, non, oui, enfin, ils ont des super outils, mais ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent s'éclater dans le métaverse. Si on y va et puis qu'il n'y a personne parce que c'est vide, alors si, il y a eu tous les people qui ont fait leur spatial ou leur événement sur des métaverses, mais c'était one shot et après plus rien. Donc il faut qu'il y ait de la dynamique qui se crée autour de ça. Moi, je connais des gens qui font vraiment des beaux univers, hyper léchés en termes de graphisme, etc. Par contre, s'il ne se passe rien dedans, bah, on s'en va. C'est comme un jeu vidéo. S'il ne se passe rien, on s'en va. Donc là, moi, je ne suis pas du tout spécialiste des métaverses. Pour le coup, celui qui arrivera à faire presque peut-être un jeu. Moi, je crois beaucoup plus au jeu vidéo qui va connecter du NFT, qui va connecter de la crypto. Là, oui, complètement. Parce qu'on jouera dans le jeu. Ça peut être FIFA, ça peut être n'importe quoi, des jeux de guerre, etc. Mais en tout cas, Ouais, il y bien sûr. a des choses. Il y a Et des c'est du pure scénarios, en fait. gaming, ouais. C'est même pas vraiment le domaine de la métavers. C'est que c'est un jeu qui va être en 3D, mais que ça veut Exactement. pas dire qu'on est dans ce monde, etc. Ouais, je comprends tout Le à fait métavers, c'est un peu le point de vue. flip-flop. Bon, après, je suis curieux du truc, donc je regarde, mais je suis en veille. Mais moi, perso, aujourd'hui, j'y crois pas trop, quoi. Donc voilà, je vais donner Ouais. mon avis sur Écoute, on va sur le laisser. sujet. Ouais, non, bah, c'est très clair et merci Christophe. On va laisser notre ami Mehdi Et nous beaucoup. raconter un peu, bah, voilà, Moi, j'ai sa un vision avis. du monde à venir. Je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu, mais j'ai une vision complètement complémentaire, si je peux me permettre. N'oublions pas que la blockchain, le Web3 et tout ça, il y a beaucoup de personnes qui sont entrées par deux portes différentes. La première, c'est la spéculation et l'achat de crypto. Et la deuxième, c'est le moyen de paiement. Moi, je fais partie des personnes qui sont entrées dans la blockchain par le biais des moyens de paiement.
Je n'achète pas de crypto, je ne spécule pas, c'est pas mon intérêt d'acheter et de vendre. Par contre, ce qui m'intéresse à moi, c'est la valorisation des projets, avant, pendant et après. Mais en même temps, j'ai quand même une référence auquel j'aurais bien aimé partager avec vous. Le monde économique, il y a plusieurs années en arrière, ils ont établi trois technologies qui vont impacter la finance. C'est la blockchain, c'est l'informatique quantique et aussi l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis présent à un salon à la Palais Brongniart et par laquelle on a l'intelligence artificielle pour la finance, AI for Finance. Et ils ont choisi deux segments. Le premier segment impactant, c'est tout ce qui concerne la finance traditionnelle, bancaire, et la deuxième, c'est l'industrie. Donc, il y a quand même une vase communicante entre les projets Web 2 qui utilisent la blockchain, mais qui ont quand même des compteurs, on appelle ça des compteurs en intelligence artificielle, qui se construisent et que finalement, il y a beaucoup d'acteurs qui mettent de l'argent et qui investissent sur des projets. Maintenant, relatif aux des projets d'effet de mode, comme le métaverse, par laquelle il y a beaucoup d'observateurs, et je partage leur observation. J'étais dans des commissions AFNOR, après j'ai compris que le métaverse, pour moi, il va revenir dans plusieurs années. Pour l'instant, il y a des entreprises qui sont en train de lutter tous ensemble pour ne pas se noyer. Lorsqu'on voit par exemple Sandbox et toutes les entreprises qui sont en périphérie, mais en tertiaire, tout le monde sait que les gens dans le métaverse, ils ont à peine 20 minutes, pas plus. Donc je pense qu'il viendra peut-être le moment par lequel il y aura le besoin, soit de créer des conférences à l'intérieur, soit un site de rencontre, soit vraiment l'expérience achat et vente, par laquelle l'expérience marketing va donner tout son sens dans le métaverse. Mais pour l'instant, moi, le métaverse, je ne l'enterre pas, comme Christophe, mais c'est un peu, il agonise pour reprendre et pour renaître de ses cendres comme un phénix. Donc il va revenir. Les NFT, je partage aussi l'avis de Samira. C'est vrai qu'avant, lorsqu'on met le mot magique NFT, les investisseurs tremblent, tout le monde commence à avoir la chair de poule et tout le monde souhaite partager 1 euro d'investissement dans le projet. Maintenant, on est beaucoup plus sélectif. Les investisseurs ne veulent pas investir dans tout et n'importe quoi dans NFT parce qu'il y a des NFT d'utilité, il y a des NFT de spéculation qui ont fait plus ou moins leur temps. Mais en tout cas, il y a des projets d'expérience d'entreprise marketing qui ont encore un bon avenir devant eux. Qu'est-ce qui reste dans les projets économiques? Moi, je partage l'idée de dire que pendant le bear market, il faut former. D'ailleurs, le sujet de formation, c'est le seul business qui n'a pas connu la crise. Lorsque tout va bien, on se forme pour améliorer et comprendre. Lorsque tout va mal, on a envie de se former aussi pour ne pas faire tout et n'importe quoi. Maintenant, est-ce que j'ai la boule de cristal pour dire est-ce que c'est l'année prochaine ou pas pour les cryptos? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent ralentir et qui peuvent rendre la réponse assez compliquée. L'inflation, la crise auquel on n'a pas encore sorti de l'Ukraine avec la Russie, le mouvement des BRICS, l'attaque contre le dollar. Il y a beaucoup de pays qui veulent absolument vendre leur pétrole autre une monnaie que le dollar. Ce qui se passe en Afrique avec des pays qui veulent absolument sortir du franc CFA. Donc il y a beaucoup de mouvements qui peuvent influencer. Mais en restant focus sur les projets, il y a des projets qui restent encore compétitifs, qui rencontrent leur public et auxquels moi j'y crois. Et donc je pense que l'année 2024 sera une bonne année. En tout cas, je le souhaite. Voilà. Antoine, tu veux nous donner un petit peu aussi ton avis sur le sujet? T'es en Oui, bien sûr, muet. ouais, c'est bon, Oui. avec plaisir, merci. Du coup, effectivement, alors il y a, pour moi, encore une fois, c'est que je vois vraiment le marché de manière scindée sur deux pans. C'est vraiment la partie technologique, développement, construction qui est, encore une fois, moins visible d'un point de vue des prix et de l'impact direct sur la partie spéculation, mais qui, pour moi, en fait, sont une accumulation de fondamentaux qui résultent au final, les prix au final. Donc, c'est une espèce d'accumulation qui a tendance à exploser d'un seul coup. Et en plus, les gros poissons du marché s'amusent justement à sécher souvent les marchés et tout le monde se dit c'est mort, ça bouge plus, il n'y a plus de volatilité, du jour au lendemain tout explose parce qu'en fait ils ont énormément asséché le marché. Donc avec un petit peu de capitaux, c'est très facile de faire monter les marchés très haut. Donc en général, ce qui fait que justement ça amplifie cet effet de, au final, tout revient d'un seul coup et tout explose d'un coup. Donc pour moi, elle est vraiment à regarder le plus près possible et c'est justement ce que nous, on est moins proche en tant qu'investisseurs et purement sur la partie spéculation, de la partie tech, mais qu'on regarde aussi au mieux possible et du proche possible parce qu'on sait que c'est ça qui drive au final l'explosion et l'anticipation également des différents cycles. Comme par exemple le halving, on sait très bien que tous les 4 ans, il a une énorme influence, en tout cas pour l'instant jusqu'à aujourd'hui. Donc après, pour ce qui est effectivement 2024-2025,
même là, à la fin d'année, il y a pas mal de choses à dire. Et justement, moi, c'est ma spé. Et si je me suis spécialisé sur la partie psychologie entre mes sentiments, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que pour moi, le marché suit toujours une certaine psychologie qui est justement provoquée par cette base fondamentale. Donc aujourd'hui, on le sait très bien, les projets, la plupart, ils font la tête autant sur les prix que autant sur les financements ou les développements. C'est pas forcément tout rose pour tout le monde. Et ça se transmet dans la psychologie, donc dans le choix décisionnel d'investissement du marché. C'est-à-dire qu'on le voit techniquement, le marché aujourd'hui, il cherche énormément de sécurité. Donc, il va principalement beaucoup d'actifs, notamment SP500 qui sont des actifs à risque. On a beaucoup aussi des obligations qui sont utilisées, notamment l'investissement. Mais pour ce qui est du marché crypto, du coup, vu qu'on cherche de la sécurité, bah, c'est toujours, et on le voit, c'est ultra flagrant. On peut regarder par exemple les dominances sur Bitcoin. C'est flagrant. On a vraiment un focus des entrées de capitaux potentiels qui sont focus principalement sur Bitcoin et non pas sur du coup les autres crypto-monnaies qui se déversent du coup énormément. Donc, par rapport à ça, pour moi, pour 2024 et 2025, les critères qui sont ultra primordiaux actuellement, et donc nous, on s'amuse vraiment à accumuler un maximum d'analyses complètes pour avoir du coup un angle du prisme le plus large complet. Parce que malheureusement, il y aura toujours des inconnus et on ne pourra pas les saisir. Donc, l'idée, c'est d'avoir effectivement le moins d'inconnus possible et du coup le plus de perspectives possible. Donc, pour moi, effectivement, d'ailleurs, tu l'as très bien dit, Mehdi, tu l'as énormément souligné là-dessus. Sur la partie macroéconomie, il y a énormément de choses sur lesquelles on n'est pas forcément habitué en tant qu'investisseur crypto à regarder qui sont ultra primordiales. Par rapport à la hausse des taux, on sait que c'est le driving principal. Il faut faire attention à l'inflation, comment ça avance, regarder la hausse des taux, les décisions et les discours de la Fed, et également du côté du chômage. Parce que du coup, s'il y a trop de chômage, on sait que la Fed peut potentiellement aussi pivoter plus tôt et prendre des décisions. Donc ça à regarder aussi de manière importante. Et ça drive du coup ces différentes parties psychologiques. Donc on parle aussi beaucoup de narratives. On va parler voilà, du métaverse, du gaming, de beaucoup de narratives. Pour moi, il y a vraiment un côté macro où effectivement ça marche un peu comme une fontaine. On va d'abord passer par BTC, ensuite Ethereum et ensuite les plus petites crypto-monnaies et également la partie NFT également dans un second temps. Et d'ailleurs, les NFT sur 2021, on l'a vu, c'était un petit peu les altcoins de 2017. C'est-à-dire qu'on a eu on va dire un marché qui a découlé sur les NFT et la bulle des NFT a vraiment été, c'était février 2022. Donc on a vraiment eu un décalage, un petit peu comme 2017, on a eu la bulle de Bitcoin et ensuite les altcoins. Donc là, en fait, au final, nos NFT nous servent vraiment de liquidité secondaire en termes de psychologie. Et après, on peut avoir effectivement la partie micro, des narratives qui sont créées, comme par exemple on a eu en 2021, la partie métaverse, la partie gaming ou autre, notamment avec Axie Infinity qui avait explosé, ou même les fameux Move to Earn avec Stephen. Et donc ça, l'inconvénient, c'est que plus une narrative elle est forte, ou par exemple les Layer 1, blockchain de première couche, pendant le 2021 qui était très très hype, notamment avec Solana ou autre, l'inconvénient, c'est que plus la psychologie elle est forte, plus il y a un double effet négatif derrière qu'on vient se manger malheureusement sur l'impact des prix et qui impacte forcément le sentiment et du coup également les financements et tout ce qui suit. C'est que malheureusement, plus en fait la psychologie forte, plus ça crée un déséquilibre vers le haut. Et donc forcément, tôt ou tard, ce déséquilibre, on se le remange également vers le bas. Donc tout ce qui est forte narrative, qui ont eu beaucoup de hype en 2021, comme par exemple les Layer 1, bah, pareil, ça empathie beaucoup. On a énormément de pertes de liquidité parce que justement, on a eu un déséquilibre haussier, donc nécessitaire du coup d'un rééquilibrage également et donc d'un déséquilibre potentiel baissier, même du coup certains, sur les premiers temps. Donc voilà pour ça. Et pareil, le marketing qui influe un petit peu au final comme un effet levier parce qu'on le voit au niveau des projets. C'est-à-dire que pourquoi aujourd'hui en tant que projet, je mettrais beaucoup de marketing alors qu'au final, le public ne suit pas. Et du coup, ça incite les projets à mettre beaucoup de moyens et beaucoup d'énergie dans le marketing quand le public suit. Sauf que le public suit, il suit à retard du marché. Donc, ça crée un effet boule de neige qui amplifie du coup l'événement à la hausse et qui vient surcharger encore une fois cette notion de déséquilibre. Donc, important à comprendre tout ça. Et après, ouais, par rapport au projet d'un point de vue investissement, on sait très bien qu'il y en a très peu qui vont vraiment se relever, qui vont vraiment faire des grosses performances. Et les top gainers entre guillemets, du prochain cycle seront effectivement les nouveaux projets et ceux potentiellement qui sont déjà en train de lever ou qui se construisent actuellement sur des ICO ou autres process de marché primaire, tout à fait. Et donc, pour finir, par rapport aux ETF et par rapport à la partie gaming, qui à mon sens un des points effectivement ultra pertinent, tout ça par rapport à NFT et autres, pour ce qui est des ETF, moi, je pense qu'il faudra surtout voir au cas par cas. Par exemple, si on a fait un petit peu une mini bulle, qu'on a, par exemple, on est monté jusqu'à 40-45 000, bah, ça va potentiellement être, entre guillemets, le prétexte idéal pour faire potentiellement un sell the news. Donc ça, il faudra vraiment voir en fonction de l'approche effectivement des ETF, comme tu disais effectivement très bien, Christophe, potentiellement vers mars 2024, parce que c'est un peu les deadlines sur tous les principaux ETF. Il faudra voir en fait le pricing actuel du marché pour vraiment avoir plus de pertinence, de profondeur à mon sens. Et du coup, pour finir sur la partie gaming, moi je l'ai toujours dit, je suis arrivé du coup 2019 où j'étais vraiment full time et à fond sur le marché crypto, sur la partie analyse.
Et du coup, donc, depuis 5 ans, moi, ça a été une évidence. Dès que j'ai découvert notamment les projets UOS, etc., qui avaient vraiment des propositions de valeur qui étaient très pertinentes sur la partie gaming, pour moi, on a vraiment une très grosse capacité sur la partie gaming, à lier à la fois les NFT, à la fois le métaverse, à la fois la VR, et tous les différents pans en fait, technologiques, parce qu'on a une unité directe qui est réelle. Et en plus de ça, on le voit sur des jeux grand mainstream comme World of Warcraft, ce genre de jeu, on a déjà des économies en réel qui sont déjà monétisées en plus dans le monde réel. Donc on a vraiment un lien Ouais, qui ils est montrent que le déjà Web 3 en ultra fait. pertinent. Ouais, ouais, totalement. Totalement. Et on le voit notamment avec différents jeux mainstream. Et c'est pareil, on a une vraie économie qui est déjà créée en interne. Donc, plus que pertinent ouais, sur la niche du gaming. Pour moi, j'ai une grosse vision dessus. On a déjà eu des premières éclosions, mais effectivement, il faudra des expériences utilisateurs qui soient vraiment très pertinentes et qui donnent envie aux gens de venir jouer et gagner et non pas de jouer pour gagner. Ouais, tout à fait. Non, c'est super intéressant. Alors, bon, j'ai plein de questions par rapport à ce que vous avez pu dire les uns et les autres. Je voudrais aussi peut-être rajouter deux, trois petits points. Euh, le premier, c'est que c'est le moment pour construire. C'est le moment pour être un fondateur de projet. Ce qu'on a pu voir en 2021, c'est que la plupart de ce qui a créé la mauvaise réputation du Web3, c'est tous ceux qui ont sauté sur l'opportunité. Il y a de fortes chances que les projets qui vont se lancer pendant le prochain bull run, qui se seront pas préparés avant, ça va juste être des petits trucs faits à la va-vite, parce qu'on peut rapidement sortir un smart contract, parce qu'on peut rapidement sortir des NFT, faire une page qui vous promet une roadmap ou quelque chose. En fait, c'est assez facile à faire. Ce qui est dur, c'est de faire un vrai business. Et donc, ça rejoint une des questions donc, que je vais vous poser après, qui est un peu comment on se prépare à ce prochain bull run. Alors, on a dit on s'éduque, c'est déjà une chose. On apprend à faire nos recherches sur différents outils. Je pense que vraiment, ce qui sera essentiel, ça va être de pouvoir étudier les projets et se rendre compte que c'est des projets qui sont construits pendant ces moments durs. Parce qu'en fait, c'est ceux qui construisent maintenant et qui arrivent à rester solides, à persévérer, qui vont réussir après. Et donc, voilà, la question plus large, et je t'en prie, Mehdi, tu peux être le premier à rebondir dessus, c'est quelles sont les bonnes choses à mettre en place aujourd'hui pour se préparer, qu'on soit fondateur ou qu'on soit un futur simplement collectionneur ou spéculateur. Merci beaucoup pour le. En fait, je voulais juste compléter ce que j'ai entendu tout à l'heure. Parce que quelque part, lorsqu'on nous entend, on ne vise pas le même public. Là, par exemple, l'intervention d'Antoine, c'est pour les personnes qui se connaissent, qui veulent absolument fructifier. Lorsqu'il dit la psychologie, en fait, c'est le biais des traders. On a toujours les traders, ils ont toujours des biais, comme nous, dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on achète une action, on a toujours un effet négatif, on perte une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on développe un biais. Soit l'excès de confiance, soit tout simplement un problème de comment on interagit avec cela. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas tous pareils et qu'on n'est pas tous armés de la même façon. Déjà dans le trading classique, hein, il y a l'hypertrading, il y a des algorithmes à haute fréquence, il y a déjà, avant justement qu'on parle de l'intelligence artificielle avec ChatGPT, il y a pas mal d'entreprises qui n'ont... D'ailleurs, aux États-Unis, Wall Street, il y a même des entreprises qui sont proches des serveurs, je pense qu'Antoine le sait, il y a même une taille de câble précise afin d'être un peu plus rapide pour interagir. Maintenant, le monde financier classique, il faut le savoir, rentre dans la danse avec ceux qui savent faire mieux que les personnes qui débutent dans le Web3 et avec aussi leurs travers. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des gens qui viennent dans le Web3 afin de gagner de l'argent. Les shitcoins poussent comme des champignons. Vous savez très bien que certains shitcoins, c'est alimenter le pool de liquidité afin de pouvoir récupérer et de vider ce pool de liquidité. Donc, quelque part, il y a des choses qu'il faut se prémunir. Lorsqu'on achète un projet, un token, et le projet il a un sens, il a une réalité économique et que finalement la valeur de ce token augmente, là je trouve que c'est vraiment une bonne pratique économique. Par contre, acheter du crypto A pour vendre du crypto B, pour acheter du crypto C, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, moi, ce n'est pas forcément cet apport à l'économie que j'encourage. N'oublions pas aussi qu'il y a quelque chose qui est arrivé, c'est l'intelligence artificielle qui améliore le codage, qui impacte la sécurité des smart contracts, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, qui impacte les entreprises. Là, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui s'interrogent comment devenir plus impactant, plus innovant, en utilisant la blockchain sans la citer, en utilisant des outils Web3 sans les citer, et en même temps d'analyser des partenariats avec l'intelligence artificielle. Donc il faut vraiment le savoir.
La question, la formation. La deuxième question, c'est quel projet on veut miser. On a parlé marketing, mais ça ne suffit pas. Si nous tous, on est des multimillionnaires et que la question se pose à nous, est-ce que vous voulez investir dans un projet A? La première réponse, c'est qui est l'équipe? Par qui elle est composée? Est-ce que ce sont tous des seniors? Est-ce qu'il y a des jeunes? Est-ce qu'ils sont complémentaires? C'est la première question qu'on se pose. La deuxième qu'on va se poser, c'est est-ce que dans cette équipe, il y a quand même une connaissance marché? Ils arrivent à vendre, ils arrivent à vivre. On ne va pas alimenter le marché avec le levée de fonds pour qu'ils puissent vivre. Une fois qu'on a répondu à ces questions, le marketing, justement, il est là pour interagir entre les entreprises entre elles et permettre justement cette possibilité de faire des projets. Moi, je dis toujours aux porteurs de projets qui viennent vers moi, j'ai dit premièrement, tu le fais avec qui? Quelles sont l'équipe? Est-ce que vous avez une connaissance marché? Est-ce que vous allez développer des partenariats? Après, la bassine où on est dedans, Web3, NFT, pas NFT, elle est toujours la même. Il y a des équipes qui ne savent pas vendre. Il y a des entreprises qui ont de bons projets, mais ils n'arrivent pas à nouer des partenariats. Il y a des équipes qui n'arrivent pas forcément de travailler comme un gestionnaire de bon père de famille. Ils lèvent 2 millions, même pas 2 ans plus tard, tu les retrouves à l'agonie. Ils ont tout épuisé, ils n'ont rien développé. Donc, conclusion de mon intervention, pour laisser la parole à vous tous. Si vous souhaitez investir en R&D sur des projets qui ont une proposition de valeur, qui a un marché, qui a une communauté, qui a un public, une équipe qui savent développer leurs idées. Deuxièmement, si vous voulez retournement des projets d'investissement ou de spéculation, Antoine l'a tout à fait bien dit, il faut absolument se débarrasser des biais et d'avoir un contexte psychologique sain. Parce que quelque part, dans la peur, on fait toujours des mauvaises actions, alors qu'il fallait avoir à garder à l'esprit de garder la tête froide. Après, les personnes qui nous écoutent, c'est à eux de voir. Est-ce qu'ils veulent investir dans des projets pour la spéculation à court terme? Est-ce qu'ils veulent investir dans un projet auquel ils y croient parce qu'ils partagent les valeurs? Donc c'est à vous de voir. Et en tout cas, il y a toujours du mouvement cyclique depuis des années. C'est pour ça qu'il y a l'analyse technique auquel Christophe il a fait allusion tout à l'heure. Il y a toujours l'analyse technique, il y a toujours l'économie réelle, elle est rattrapée par des courbes pour ceux qui veulent analyser le marché. Voilà ce que je vais dire pour l'instant et je pourrai réagir à d'autres si le temps qui reste nous permet de le faire. Ouais, merci. Il nous reste d'ailleurs 15 minutes et puis j'aimerais quand même qu'on passe au moins 3 minutes pour que tu nous parles de ton événement. Alors, je vais quand même poser une question à tous. Alors, on a parlé du mois de mars comme un target plus ou moins approximatif concernant les autorisations pour les ETF demandées par des gros fonds comme Grayscale, BlackRock et d'autres. On a également une autre deadline qui est le fameux halving Bitcoin. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vous encourage à regarder sur Internet, mais pour le dire très rapidement, à chaque fois qu'on mine du Bitcoin, on peut en miner qu'une certaine quantité par heure. Le halving, c'est quelque chose qui existe depuis la création du Bitcoin, où tous les, alors c'est plus ou moins 3 ans, mais en fait ça correspond à un nombre d'opérations dans la blockchain Bitcoin. Le nombre de Bitcoin qu'on peut miner par heure se divise par 2, tous les plus ou moins 3 ans. Donc, c'est le prochain halving, on l'imagine autour du mois d'avril, si je ne me trompe pas. Et donc, on a cette deadline de mars, cette deadline de avril. À vous écouter, à en croire ce qui a pu se passer dans l'histoire. Est-ce qu'on doit vraiment s'attendre à un gros boom du Bitcoin autour du mois d'avril, du mois de mars, avril, mars, mai, je sais pas trop. Comment est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que c'est une fatalité en quelque sorte? Ou est-ce qu'il peut se passer des choses qui au contraire font que ça va pas se passer comme on peut l'espérer? Ça c'est question 1. Et question 2, est-ce que les autres cryptos, Ethereum en tête, mais tous les autres, vont forcément suivre comme ils l'ont fait jusqu'à présent, depuis plus de 10 ans? Qu'est-ce que vous en pensez? Christophe? Bah, déjà, il faut se dire que l'histoire ne se reproduit jamais réellement de la même façon. Donc, certes, à chaque fois qu'il y a eu un halving, il y a eu des pumps derrière. Néanmoins, ça a été. Alors, déjà, c'est pas tout à fait pareil parce qu'aujourd'hui, les marchés sont quand même beaucoup plus encadrés. Donc, je pense qu'il va y avoir vraiment plus un effet important au moment du passage de l'ETF, ou pas d'ailleurs. L'ETF, s'il passe pas pour une raison ou une autre, ça peut aussi étouffer le marché. À l'inverse, s'il passe, ça peut faire décoller le marché. Le halving, ça va être un petit plus par rapport à ça, mais je suis mal à l'aise pour répondre parce que je ne veux pas faire trop de prédictions par rapport à l'halving, en fait. Parce qu'avant, en fait, l'halving, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, je vais corriger aussi ce que tu disais tout à l'heure.
c'est qu'à chaque fois qu'il y a un bloc qui est miné sur Bitcoin, c'est toutes les 10 minutes, tu as une récompense. Le mineur touche une récompense je crois que je ne sais même plus combien de Bitcoin aujourd'hui, je crois que c'est 2,5. Arrêtez-moi si je me trompe, les autres. Je crois que c'est 2,5. C'est ça, c'est actuellement 2,5. On touche 2,5 Bitcoin à chaque fois qu'un bloc est miné. Donc les mineurs sont en compète en permanence toutes les 10 minutes pour pouvoir valider un bloc. Et ça va être divisé par 2. Donc, qui est-ce qui faisait finalement le prix du marché? C'est ceux qui vendaient les bitcoins. Donc, qui est-ce qui vendait les bitcoins pour pouvoir acheter leurs machines, pour pouvoir payer l'électricité, pour pouvoir payer leurs infrastructures? C'est les mineurs. Donc, aujourd'hui, on n'est plus tout à fait sur le. C'est peut-être pas forcément eux qui vont driver le marché, en fait. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus le marché des investisseurs de la spéculation qui drive le marché. Alors, ça marchait bien, effectivement, au début, parce que c'est les mineurs qui décidaient finalement du prix du marché, puisque c'est eux qui vendaient leur. Et puis des fois, ils étaient obligés de vendre parce qu'il faut payer l'électricité, il faut payer les mineurs, etc. Donc, il faut payer les machines. Donc maintenant, c'est un peu différent. Donc, je pense que plus le marché il avance et plus moins pareil, hein, c'est sous contrôle des experts, mais je pense que c'est plus les mineurs maintenant qui drivent le marché, mais c'est plus les marchés financiers qui drivent le marché. Donc bon, j'ai répondu un peu à la normande, mais. Oui, c'est très bien. Et simplement sur la deuxième partie de ma question, qui est est-ce que les autres vont suivre, en fait? Est-ce que si Bitcoin monte, les autres vont monter? Pas que les altes, hein, je veux dire. Alors déjà, il y a un ETF. Ethereum, Moi, je suis pro Ethereum parce que du Bitcoin, j'en ai quasiment pas. Je suis pro Ethereum parce que c'est une blockchain qui est programmable et je programme moi-même, donc moi, ça me parle. Je pense qu'Ethereum va aussi suivre le marché, puisqu'Ethereum, il y a aussi des ETF Ethereum qui ont été lancés. Donc ça peut avoir un impact. Et puis moi, de toute façon, j'ai toujours cru, alors là, par contre, ne tapez pas les maximalistes, je pense qu'un jour, Ethereum prendra le dessus sur Bitcoin. Mais ça ne regarde que moi. Oui, Ethereum va aussi pousser. Et après, les altcoins, il y a tellement d'altcoins, je crois qu'il y a plus de 2500, 3000. Oui, il n'y a pas de règle, quoi. On va dire le top 10 va suivre, oui, naturellement, normalement. Voilà, mais après, c'est encore pareil, il faut s'intéresser aux fondamentales. Aujourd'hui, on voit des projets qui sont hyper porteurs, et puis tout d'un coup, ils ont un hack, ils se font hacker, ou etc. Donc, restons sur des valeurs sûres. Enfin, moi, c'est ce que je conseille toujours aux gens qui veulent acheter leur première crypto, comme ils disent qu'est-ce qu'il faut acheter. J'ai entendu parler de telle crypto, le Dogecoin, etc. Je dis alors, calmez-vous, allez sur des valeurs sûres, et puis sur des valeurs, sur des blockchains qui ont toujours fait leurs preuves, qui n'ont jamais été hackés, etc. Donc oui, ça va suivre, mais attention, concentrons-nous sur le top 5, top 10, mais ne nous dispersons pas trop quand on est débutant dans les cryptos, quoi. Toutes les cryptos un peu exotiques, il ne faut pas trop y aller, quoi. Samira, tu nous donnes ton avis aussi? Oui, je rejoins Christophe, hein. Moi, je suis aussi, sans être voyante, je pense que la blockchain Ethereum va prendre le dessus sur Bitcoin. Je suis pas tellement adepte de ceux qui disent que Bitcoin va atteindre 1 million de valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie économie qui se bâtit dessus, pour voir ce que ça draine en termes de projets, en termes de millions, hein, parce que là, je crois que la dernière fois que j'avais regardé, on était à plus de 500 millions de dollars d'économie qui étaient portés par cette seule blockchain, sans compter les layers, etc. Moi, j'ai une question. Alors, j'ai une remarque et une question à Antoine, parce que c'est quand même lui le spécialiste de toute la psychologie du marché. Parce que et ça découle un peu de tout ce qui a été dit avant, on voit bien que le marché change, parce que les acteurs du marché ne seront plus les mêmes que durant les précédents bull run ou les précédents cycles. Avant, on avait des gènes, des gens qui allaient dans la crypto par défi même au centralisme, etc., enfin, par idéologie. Maintenant, on a sur le marché, et on le voit, des institutionnels qui arrivent en masse. Donc, il y a énormément d'institutionnels. C'est pour ça que la psychologie, enfin, les tendances du marché de la crypto commencent à devenir plus traditionnelles, en fait, dans les mouvements. Donc, ouais, je vois que tu dis déjà oui, Antoine. Je me dis qu'en fait, on ne peut pas tirer trop d'enseignements de ce qui s'est passé avant, parce que ce n'étaient pas les mêmes personnes qui étaient sur le marché, et pas les mêmes attitudes, et pas les mêmes ressorts. Et donc maintenant, ça va être un marché qui va s'institutionnaliser un peu plus, avec, même s'il n'y a pas encore la régulation qu'on connaît dans le marché traditionnel, il va y avoir peut-être les comportements du marché traditionnel. N'est-ce pas, Antoine?
Ouais, tout à fait. C'était quoi, du coup, la question exacte, du coup, Samira? Bah, c'était ça. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que la psychologie du marché va évoluer parce que les acteurs ne sont plus les mêmes et les masses d'argent qui sont détenues dedans ne sont plus détenues par les mêmes genres de personnes? Ouais, alors du coup, il y a beaucoup de questions. Mais du coup, effectivement, oui, l'impact institutionnel et le changement du public a une réelle différence. Et on l'a vu déjà sur les cycles, d'un point de vue technique, ils ont plus la même forme déjà. Ils sont beaucoup moins volatiles. Il y a beaucoup moins cet effet d'hypercroissance court terme, bien que ça peut être aussi mis en place et manipulé. Mais effectivement, à mon sens, ça va dépendre un petit peu d'un accord commun, plus ou moins naturel ou pas. Encore une fois, il y a plein de pièces qu'on n'a pas en termes d'information. Mais ça va dépendre effectivement de la volonté et de cet accord mutuel des différents gros poissons et des institutionnels sur le marché. Et pour ce qui est de l'impact sur effectivement les cyclicités, on le voit déjà, la correction qu'on a eue en 2021 en mai, elle n'est pas cyclique, elle n'est pas naturelle, c'est pas ce qu'on avait l'habitude de voir. Et les cycles de marché font que on est habitué, et naturellement, c'est les cycles encore une fois du cerveau. Hein, donc tant que biologiquement on ne change pas, les cycles de base devront, entre guillemets, je dis bien de base, rester comme ça. C'est dans quelque chose d'hyper effectivement, hyper entre guillemets, ascendant et vraiment quelque chose d'hyper volatile, un petit peu comme on a eu en finale en 2017, et ce qu'on n'a pas eu en 2021. Et donc la correction de mai prouve que déjà le marché a changé et qu'effectivement ça s'impacte déjà concrètement sur l'offre et la demande. Donc ça, c'est réel. Et je pense qu'effectivement, on sera soumis de plus en plus à de manipulations sur le marché et et des mouvements de plus en plus vicieux avec de plus en plus de pièges également au niveau des différentes excuses parce qu'on le voit. Quand on est sur les points hauts, on a des éléments qui justifient qu'effectivement Bitcoin et le marché crypto ira plus haut. Et quand on est sur plus bas, on a des éléments effectivement doutés qui sont concrets à chaque fois réels, autant en haut que autant en bas, qui nous font effectivement douter dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, c'est réel. Et après, du coup, par rapport à la question du halving, euh, pour moi, tant que les gens veulent plus y croire dans l'instant T, c'est-à-dire par exemple si dans un an, les gens veulent plus y croire parce qu'effectivement ils se disent oui, mais regarde, il y a la macroéconomie, regarde l'excuse, oui, mais les institutionnels qui ont changé, etc. Si le consensus psychologique ne veut plus y croire, ça laisse la place idéale à, entre guillemets, reprendre une base du même cycle. Après, c'est pareil en termes de manipulation, il y a beaucoup de dires et même sur les données on-chain et toutes les données qu'on voit sur beaucoup d'éléments d'analyse, on voit que le deuxième rebond qu'on a eu en 2021 était potentiellement artificiellement créé grâce notamment à FTX et la planche à billets qu'ils ont créé aussi en interne. Et donc ça, il y a déjà quand même pas mal effectivement d'interrogations par rapport à ça. Et pour ce qui est effectivement du ruissellement des différentes liquidités, à mon sens, ça marche vraiment comme une fontaine. Et c'est vraiment un impact psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, si déjà Bitcoin ou Ethereum prennent énormément de valeur, ça va créer en fait de l'avidité parce qu'on aura effectivement un certain confort financier en termes de résultats. Donc ça augmente les attentes, ce qui fait que les gens ont plus d'attentes naturellement et psychologiquement, cherchent plus de risques. Et donc naturellement, ils vont chercher en fait à investir et à prendre des positions qui sont plus volatiles et plus risquées pour justement continuer un petit peu cette abondance de gains financiers qui les a rendus addicts. Donc c'est purement lié à la psychologie. Et cette notion de est-ce que effectivement les actifs du coup plus petits que Bitcoin et Ethereum vont prendre de la valeur, forcément parce que c'est une base psychologique. Encore une fois, tant que le cerveau ne change pas, on sera biologiquement du coup programmé effectivement à avoir cette notion de ruissellement entre les différents actifs. Mais effectivement, gros disclaimer là-dessus. Et il faudra vraiment faire gaffe. Et moi, j'utilise beaucoup les consensus psychologiques. Par exemple, 2021, tout le monde disait, ça y est, décembre, to the moon, tout va exploser, le marché va se faire un top de marché en décembre 2021 et ça va être extrêmement volatile. Résultat, ça fait tout le contraire. Et bien souvent, le marché fait exactement le contraire. Donc, si le consensus psychologique sur un événement ou un autre est trop fort, généralement, c'est là que justement le marché décide de piéger tout le monde. Encore une fois, c'est le but du marché et des institutionnels. C'est du coup, s'ils veulent récupérer un maximum de leur côté, l'idéal, c'est de piéger aussi un maximum de personnes. Je réagis juste rapidement à une des choses que tu as dites. Effectivement, il va y avoir beaucoup de manipulation sur un marché qui n'est pas encore totalement régulé. Et les gens qui vont arriver avec leur petit investissement, ils vont se faire bouffer. Et il faut faire vraiment très attention. C'est pour ça que on se répète, hein, mais la formation, l'éducation à ces marchés-là, c'est prudent. Encore plus important maintenant qu'il va y avoir toutes ces manipulations par des acteurs très aguerris que nous ne sommes pas. Et qu'on n'a pas vu en plus concrètement à l'œuvre, on va dire en grosse partie dans le marché, en tout cas peut-être de manière dérisoire comparé à ce que ça peut être par la suite, là, complètement. Ouais, eh ben écoutez, soyons prudents, soyons tous prudents et aidons ceux qui sont proches de nous à l'être aussi. Pour conclure, cher Mehdi, j'aimerais bien que tu nous parles rapidement de ton événement Merci qui se beaucoup. prépare sur Troyes. D'accord, donc on a choisi la ville de Troyes parce que la ville de Troyes, selon nous, justement, ça parle justement d'investissement. On peut investir sur une région. On a trouvé qu'il y avait un maire très dynamique, qui a beaucoup d'ambition pour cette région. Et la ville de Troyes se trouve au milieu
d'un parterre de grandes villes qui est Paris, Nancy, Lyon et Strasbourg. Donc le technopole auquel il y a beaucoup d'ambition pour développer la région, à l'image de M. Juppé, qu'est-ce qu'il a fait à Bordeaux. Donc nous avons trouvé que c'était déjà pertinent d'aller prêcher la bonne parole un peu partout, peu importe le niveau comment on appelle ça, de positivité ou tout simplement de dynamisme. Nous avons trouvé que les planètes sont alignées pour aller à la ville de Troyes. Donc on a été un peu fou avec les deux personnes qui sont avec moi, mes associés, Samuel et aussi Martineau. Donc nous avons voulu faire une journée pour l'IA, une journée pour le Web3. Bien entendu, il y a quelques conférences dans les 2 jours qui font le lien. Et on a rajouté un hackathon avec l'Université de Troyes. Et on a voulu que ce soit un événement par lequel nous avons fait un business model où l'effort financier est supporté par les co-organisateurs et pas pour les personnes qui vont venir. Nous avons les billets pour les 2 jours à 53 €. C'est vraiment rien lorsqu'on le compare à PWS ou d'autres événements auxquels l'entrée elle est vraiment importante. Justement, nous avons envie que les gens s'intéressent. C'est quoi le Web3? C'est quoi les projets? C'est quoi les cas d'usage? Et à chaque fois qu'on est dans une journée, une conférence, on a à côté un atelier. Par exemple, si je peux par exemple prendre le programme, pour vous donner juste une idée, ça pourra vous intéresser. Je ne vais pas dire tout le programme parce que ce n'est pas l'objet de vous saouler avec le programme. Mais en tout cas, par exemple, pour la journée de vendredi, par exemple, on a une personne qui va parler de son expérience, comment il a pu gagner de l'argent avec sa rencontre dans un avion. Une histoire extraordinaire. Il a mis 1 000 €, il se retrouve avec 600 000 €. Bien entendu, ça n'arrive pas à tout le monde et d'ailleurs, ça lui fait des réflexions philosophiques. Après, on aura Louis de Frassard qui va parler des bitcoins, des quêtes fantastiques. Après, on va faire une table ronde sur le financement. Et à côté de la table ronde de financement, on aura un atelier sur la sécurité. Pour ceux qui disent je sais sur le financement, je vais faire autre chose, et bien il y aura un atelier de l'autre côté sur la sécurité. Après, on enchaîne une table ronde sur tout ce qui concerne les compétences et les conséquences économiques et financières. On a la chance d'avoir une sénatrice avec nous, on a la chance d'avoir le directeur de la banque de l'IBA qui va donner son avis. Donc on a un peu le politique, on a un peu les banques, on a une personne, Florent Trépeau, qui est un investisseur. Et en même temps, on a un autre atelier sur le principe qui parlait plus ou moins comment avoir des règles sur les DAO. Après, on enchaîne sur une conférence sur les règles juridiques des DAO avec Arnaud Touati, Véronique et autres. Et de l'autre côté, on a M. Tolhi qui va faire un atelier extraordinaire, comment réaliser une entreprise avec l'IA en quelques jours. Après, on passe à une conférence sur les cas d'usage sur le Web3. De l'autre côté, on a un atelier de droit. Donc, vous voyez bien que si on a une sensibilité dans l'un, on a un atelier qui fait autre chose afin de ne pas faire de blanc et attirer le plus grand du monde. Après, on va investir sur les résultats de l'hackathon avec une conférence sur la sécurité. D'ailleurs, la personne qui fait la sécurité est Hamza et Sébastien. Je les ai rencontrés tout à l'heure dans le salon. Je vais les rejoindre tout à l'heure. Et on aura aussi un atelier qui va permettre comment sécuriser le wallet. À 18h de la deuxième journée, on va remettre les prix pour les personnes qui ont gagné l'hackathon, un cocktail de fin. Ça, c'est le programme de la deuxième journée. Mais le programme de la première journée, il est aussi riche. Par exemple, on a des pitchs en fin de journée, comment réaliser le pitch, on va choisir des entreprises qui vont pitcher, comment reprendre le contrôle avec la blockchain, l'éthique et l'IA, c'est un grand sujet. Est-ce que l'IA est un allié? Est-ce que l'IA, c'est pas un allié? En plus, on aura des personnes qui ont les mains et le conduit dessus, qui ont des entreprises. En fait, ce qui est intéressant, on a des entreprises qui utilisent et des entreprises qui veulent vendre leurs services. On a les deux. La matinée, on aura l'intervention, je vais m'arrêter là, la matinée, on aura le coordinateur du gouvernement pour l'IA qui va faire une parole. Il y aura, c'est M. Guillaume Avran. Il y aura aussi une personne de la gendarmerie nationale. D'ailleurs, je vous le dis, j'étais moi-même agréablement surpris de voir que la gendarmerie a un pôle d'innovation qui vont travailler avec les entreprises. Je ne savais pas. Donc j'ai appris cela. C'est Jens de France qui va le faire. On a aussi dans la gamme de professeurs qui vont aussi intervenir et enrichir les débats. Donc vraiment, c'est un événement unique, peut-être qu'il va être copié plus tard, parce que le fait de faire IA, Web3, hackathon en même temps, sans aucune prétention, nous sommes les premiers à le faire en France. Et je vous invite, si vous voulez venir, donc ce sera le 21 et le 22 septembre, jeudi et vendredi, à la ville de Troyes, une ville très dynamique. Et moi, je pense que si je dois miser 1 €,
je dois miser sur cette ville parce qu'il y a quand même beaucoup de projets. Et d'ailleurs, je vous le dis, la plupart des contacts et du réseau n'est pas sur LinkedIn. Il y a beaucoup de cabinets de dirigeants qui ne sont pas sur LinkedIn, les confédérations patronales ne sont pas sur LinkedIn. Il y a beaucoup de forces dans les régions par lesquelles il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent à faire nouer des contacts et répondre à des appels d'offres qui ne sont pas sur LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est un peu l'iceberg. Et donc, il ne faut pas oublier que l'iceberg, il a quand même une grande partie cachée. Et donc, c'est l'idée de faire réseautage, networking, contact, mixer les étudiants, les professionnels de l'enseignement, les professionnels du start-up, le monde politique, le monde régional, parce que moi, j'aimerais bien que le monde local et régional devrait être présent afin de pouvoir sortir d'un salon avec un networking assez intéressant. Voilà, j'essaie de résumer parce que j'ai envie de faire plein de choses, mais j'ai Eh pas ben, envie merci beaucoup, Mehdi. Et bah, si tu peux nous laisser un lien, peut-être ici déjà, si tu de... veux le Je vais t'écrire copier-coller un lien, bien sûr, bien sûr. dans la Et d'ailleurs, le discussion programme est et en train de également le s'enrichir. partager. Et il est Ouais, en train de s'enrichir et des personnes qui sont en train de nous rejoindre, qui étaient un peu hésitantes. Tu sais, dans les salons, et c'est toujours le cas, hein, lorsque tu vois, euh, lorsque tu vois des personnes de grande qualité, au départ, tu dis peut-être, mais après, lorsque tu vois le programme et les gens de grande qualité, après, tu dis oui, je viens. Donc, on a pas mal de ouais, gens qui maintenant qui ouais, tout m'ont à dit fait. oui, peut-être, maintenant oui, 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 on veut venir. Donc, on est en train de les caser. Oui, et puis surtout qu'on voit de plus en plus d'événements soit autour de l'IA, soit autour de la blockchain. Il y en a quand même beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est la qualité du programme qui va faire la différence, je pense, Et surtout, pour les événements auxquels on va se ça rendre va ou te pas. filmer. On a investi sur une plateforme qui va te filmer pour avoir le replay, mais rien ne remplace d'être sur place, de rencontrer des gens Tout et à fait. d'interagir avec eux. Donc, je vais Eh créer un lien tout à ben, l'heure. écoute, Merci ouais, beaucoup merci. d'avoir. Voilà, donc tu pourras le laisser sur la discussion parce qu'elle sera Bien sûr, toujours je visible suis pour en les train de gens le qui faire. vont venir le voir en replay et également sur le WhatsApp de l'association où je t'invite aussi à nous D'accord. copier les éléments parce que c'est mine de rien, bah, c'est dans une semaine. Donc faut aller vite. Et puis dans 2 semaines, je rappelle qu'il y a la conférence Statera organisée par Antoine et toute une très belle équipe et un très beau programme aussi. Donc Antoine, je t'invite également à nous renvoyer les détails de cet événement. Et Yes. bah écoutez, il est 35, donc je vous propose de quitter, bien que bah, Laisse-moi comme écrire le lien. d'habitude, Attends. on a. Ah non, mais t'inquiète J'allais pas, juste. il reste Ouais. visible. Ouais, bien sûr, je t'en prie, Antoine. Ouais, Benji, excuse-moi. Du coup, ouais, juste du coup pour ceux qui sont intéressés par la conférence, donc effectivement, on sera sur Nice, donc ce sera le samedi. Donc jusqu'au soir, on aura aussi une grosse session networking le soir qu'on voulait vraiment garder. Il y a un code promo du coup qu'on a prévu exprès du coup pour l'occasion. Donc c'est BI50. Donc la place est très accessible aussi. On est sur du 60 euros. Donc clairement en termes de plus-value et de connaissances derrière, je justifie même pas. Il n'y a pas besoin. Donc on a un code promo effectivement de moins 50% jusqu'à dimanche soir valable. Donc traînez pas. Faites vos inscriptions si ça vous intéresse. Vous aurez le lien de toute façon. Donc BI50 qui est disponible jusqu'à dimanche soir. Et du coup, effectivement, on avait vu aussi en off avec Benjamin. S'il y a des personnes qui sont du coup de l'association de Blockchain Innov, on a prévu effectivement du coup de pouvoir proposer également 40 minutes de coaching offert donc directement avec moi sur la partie investissement, stratégie, etc. Si besoin, donc un réel plaisir de pouvoir aider tout ça. Et si pareil, s'il y a des vice-présidents de l'association, n'hésitez pas à passer en DM et à moyen également de s'arranger de ce côté-là si vous êtes intéressé pour Ouais, moi passer aussi, hein, sur je lève la l'événement main. également. Tu nous feras une session de groupe avec Samira, parce que j'ai bien envie aussi d'écouter les questions qu'elle va te poser et les Moi réponses que aussi, tu vas lui ça donner. m'intéresse. Donc, bah, c'est Ah bien. ouais, Bah, écoutez, avec bah, on en fera peut-être un blockchain breakfast, hein, enfin un brunch, où on va te poser nos questions, questions à un spécialiste et focus investissement, ça pourrait être sympa. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Merci Antoine, c'est super cool de faire ça pour l'association. Donc à la fois, je le rappelle, je le répète, hein, au cas où vous n'auriez pas compris, donc un joli discount pour ceux qui veulent se rendre au salon et également comme moyen de commencer à rentrer un peu dans la communauté qu'Antoine a créée. Une séance de coaching de 40 minutes avec Antoine qui propose aux adhérents de l'association. Donc, n'hésitez pas à le contacter via le WhatsApp de l'asso. Euh, et puis, on laissera aussi quelques infos visibles sur ce volet de discussion qui sera toujours là après le live pour le replay. Merci beaucoup, Antoine, c'est très cool. Et merci à tous. C'était super Merci. intéressant comme d'habitude. On est toujours un peu frustré parce qu'on voudrait en entendre plus. Donc, on en refera une prochaine séance très bientôt, j'espère.
Merci Benjamin, salut. À Salut à bientôt. tous. Merci à Merci, tous. Benjamin. Très bonne journée, Merci très bonne fin de beaucoup. Bonne semaine. journée. Merci beaucoup. Merci Benjamin de l'invitation. Merci beaucoup. Avec grand Merci. plaisir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.